Ah, Flashdance. Juste ces quelques notes et normalement déjà on est heureux. Et comment vous dire à quel point j'adore les films de danse, et particulièrement celui-là, qui va se placer en porte-étendard du genre dans les années 80. La danse a toujours été présente dans les films, depuis les premiers muets où les seuls dialogues étaient la musique, jusqu'à aujourd'hui, et avec elle l'évolution des styles à travers les âges. Et dans les années 70, un style que j'aime particulièrement va faire son apparition, le disco, et avec lui l'avènement de plusieurs films désormais cultes tout au long des années 80. On peut établir sa véritable première représentation en 77, où les pattes d'Ève se parent d'un jeune Travolta imprenable dans Saturday Night Fever, un succès phénoménal qui établira en plus de l'acteur l'explosion des Bee Gees et deviendra au passage l'une des bandes-sons les plus vendues au monde. Ici, la danse occupe l'image autant que possible, pendant qu'une intrigue essaye tant bien que mal de se frayer un passage au milieu du dance floor. Et on va voir que c'est souvent le cas d'ailleurs, le soin apporté par les réalisateurs se situant davantage sur la mise en scène. Le disco, qui définit et le style musical et la danse, vient donc de faire une entrée fracassante au cinéma, et logiquement d'autres films vont suivre. Tout d'abord, et bien qu'un peu hors sujet, c'est Grease qui investit les salles l'année d'après. Brillant film, ce dimanche 21h. L'occasion surtout d'offrir à nouveau au public le déhanché de Travolta, et comme l'action se situe dans les années 50, le rythme est ici plutôt au boogie-woogie et au rock, et non au disco. Mais la chanson d'ouverture est composée par Barry Gibb, le chanteur des Bee Gees, qui se permet un anachronisme. Et c'est d'ailleurs pour ça que l'intro est animée, pour minimiser le décalage. Et c'est Frankie Valli qui chante, le leader des Four Seasons. Et là encore, vaste sujet, mais vous avez l'excellente Jersey Boys de Clint Eastwood pour en apprendre un peu plus. Bon, et après ça alors ? Et oui, débute ensuite les années 80 avec le mythique Fame d'Alan Parker, où l'art musical est au centre du film puisqu'on suit une bande d'adolescents qui entrent dans la fameuse High School of Performing Arts de New York. Troisième exploit du bonhomme qui l'enchaîne après Midnight Express, et qui se distingue par ses parties comédies musicales de grande ampleur, qu'il tente d'intégrer directement dans la diégèse du film. Un film assez génial, je trouve, dans lequel on aurait pu retrouver une jeune Madonna, qui aurait tenté le casting de Footloose aussi. Mais bon, elle se rattrapera des années plus tard en jouant pour Alan Parker dans son Evita. Méga succès, et en partie grâce à la révélation Irene Cara, qui tient le rôle principal, on va dire, et qui interprète une bonne partie des titres légendaires composés par Michael Gore. Une bande-son qui sera récompensée d'ailleurs. Oh, the winner is Michael Gore for Michael Gore fame. and Dean Pitchford for fame. Bon, allez, sans rancune. John Morris for the Elephant Man. Bon, une voix merveilleuse, et c'est elle qui chante ça aussi. Et donc arrive Flashdance en 83. Cette même année d'ailleurs où sortira Staying Alive, la suite de Saturday Night Fever, écrit et réalisé par Stallone, sous l'impulsion de Travolta qui voulait l'engager après avoir vu son Rocky III. Prends tout autant, fatigue-le, crève-le. Bon, le résultat est un échec, mais je trouve ça assez génial qu'entre 2 Rocky et 2 Rambo, Sly se soit frotté à la danse. Enfin, à sa façon quoi. Bref, le projet Flashdance. Ou encore, et là je peux pas m'en empêcher, comme l'ont si bien nommé nos amis québécois, le feu de la danse. Un projet qui débute 3 ans plus tôt, la même année que la sortie de Fame, et qui sera produit par l'indépendant Jerry Bruckheimer, et qui aurait envisagé un temps De Palma pour le réaliser. Mais comme on le sait, ce dernier préférera se consacrer à Scarface. C'est donc le jeune anglais Adrian Lyne qui est contacté, alors surtout connu comme réalisateur de pub à l'époque, et qui sortira son premier long en 80, Foxes, connu chez nous grâce à un département marketing inspiré, sous le titre Ça plane les filles. Un premier film assez radical dans son sujet et qui permet au passage à Jodie Foster d'offrir une prestation remarquable et importante dans sa carrière. Elle qui, du haut de ses 17 ans et avec une bonne décennie d'expérience déjà, nous révèle son talent hors du commun. Et c'est la première prestation de Laura Dern aussi, si on exclut sa brève apparition chez Scorsese. Le cinéaste prend donc le projet à bras-le-corps, et voilà l'opportunité de filmer la danse sous un autre aspect, avec du style, de la sueur et beaucoup de sensualité. Le film donne beaucoup de présence à des séquences de danse très stylisées, mais laisse aussi suffisamment de place à son intrigue, qui n'a rien de révolutionnaire aujourd'hui, mais permet d'emmener le tout jusqu'à un final sensationnel, devenu culte instantanément. On y suit Alex, une adolescente intrépide et adorable, qui, après avoir caressé un petit chat, parcourt en vélo une intro fabuleuse pour se rendre à son travail, une usine de Pittsburgh dans laquelle elle est soudeuse. Mais quand son labeur se termine en fin de journée, sa véritable passion surgit, et c'est dans un bar qu'on peut la voir danser. Et cette première choré est déjà dingue, je vous laisse en profiter un petit peu, avec la fameuse... ça là. Et j'adore cette scène.
Et son patron aussi, on dirait, avec en plus lui quelque chose derrière la tête visiblement. Et le film nous comble d'entrée de jeu, avec au doublage Jean-Pierre Moulin et Marc de Giorgi. Son code postal qui me passionne. C'est son numéro de sécurité sociale, pauvre cloche, elle travaille dans ton usine. Une alimentation correcte a fait de vous une fille solide. Ne jamais lui donner à manger après minuit. Que pensez-vous de cette histoire? Il faut d'abord qu'il nous dise de rester, on partira. De toute façon, elle est partie. Non, il doit nous demander de rester poliment. Une autre fois, c'est promis. Mouah. Bon, notre jeune prodige de la danse n'est pas encore complètement défini. Et après une courte discussion avec son patron amouraché, qui va se prendre un bon vieux bide, Voulez-vous connaître? C'est fait. C'est vous, Alex? Je sais. on découvre son foyer, son toutou, et enfin son rêve secret, son but. Pas de problème, Don, j'ai dit Bruce Willis qui me demande sur le... Mais non, la danse classique. Et c'est reparti pour un moment légendaire, une petite séance d'entraînement tranquille, une fois de plus magnifiée par la mise en scène de Lynn, mais qui a l'air d'avoir un petit problème de trépied. Non. Ah non, c'est bon. À partir de là, le film va surtout faire des va-et-vient entre la passion naissante d'Alex avec son patron, de 40 ans, ses amis et leurs déboires, Qu'est-ce que tu fous, t'es complètement sonné! Bruce Willis et son entraînement bien sûr, qui la poussera à surpasser sa peur d'aller tenter les inscriptions pour l'école de danse de l'Opéra de Pittsburgh. Et progression oblige, le film se conclut par le concours en question, et au risque de me répéter, mais encore un moment de grâce absolument mythique, avec ce plan-là, qui me fout des frissons à chaque fois. Bon, j'ai arrêté de compter les scènes cultes il y a bien longtemps, et décidé d'attribuer ça au film entier, directement. Lynn a su proposer une approche de la danse et une mise en scène qui traverse le temps, même si évidemment aujourd'hui il y a 2 ou 3 trucs qui font tiquer. Je pense beaucoup à la sexualité. Mais bon, c'était les années 80. Après, certains trucs viennent de lui aussi. Le gars est pas étranger au sujet sulfureux non plus. Quand on regarde sa filmographie, on se rend vite compte que les corps en mouvement, c'est son truc. Et il gardera longtemps son trépied qui déconne là, bloqué à hauteur de fesses. J'aime beaucoup ses films honnêtement, et tout l'aspect très signature de sa mise en scène. Et comme son film d'après, 9 semaines et demie. Bien connu pour ses scènes torrides justement entre Mickey Rourke et Kim Basinger. Non mais qu'est-ce qu'ils sont beaux, regardez-moi ça. Une filmographie assez courte finalement, avec 8 films en 20 ans, dont L'échelle de Jacob, un léger pas de côté qui revient souvent comme son tour de force. Une œuvre surprenante et relativement citée maintenant, et bien qu'à sa sortie ce fut un échec total. Bon, et en même temps il devait galérer au service communication. Tu mets quoi sur l'affiche ? L'enfer du Vietnam, par le réalisateur du Feu de la danse et des recettes pompettes ? Lynn est d'ailleurs sortie de nulle part après 20 ans de retraite pour sortir en 2022 Deepwater. Voilà. Bon, honnêtement, je sais pas ce que ça donne, mais ça avait pas l'air très dingue. Bon, et sinon, comment ne pas parler de la danse ici, et surtout de la danseuse ? Car bon, oui, Jennifer Beals est très talentueuse, elle a surtout coiffé au poteau tout un tas d'actrices très connues ayant tenté le casting, Vous pouvez m'indiquer le bureau des admissions? mais on le sait, c'est pas elle qui effectue les chorés. Non, elle est doublée par la française Marine Jahan. Une danseuse professionnelle, grâce à qui, on a ce film, mais qui sera oublié au générique malencontreusement, apparemment pour ne pas gâcher la magie du cinéma aux spectateurs. Attends, c'est une doublure là? Eh oui, je sais, sois forte. Et Marine Jahan d'ailleurs, qu'on retrouve chez Walter Hill l'année d'après, dans... Les rues de feu. avec un tout beau Willem Dafoe. Donc oui, elle met le feu partout, on dirait. Et ici, c'est Crazy Legs qui fait la toupie. On le voit un peu plus tôt danser avec son crew dans la rue. Bon, et maintenant, il est temps d'aborder un autre point important, un artiste exceptionnel qui se cache depuis le début de cette vidéo, mais qui est le dénominateur commun de tout ce que je raconte. Un révolutionnaire, Giorgio Moroder. My name is Giovanni Giorgio, but everybody calls me Giorgio. Un musicien italien considéré comme l'un des pionniers du disco et qui commence sa carrière comme bassiste de Johnny avant d'enregistrer ses propres morceaux. Puis dans les années 70, c'est surtout sa collaboration avec Donna Summer qui va le faire exploser, pour ensuite composer tout au long de sa vie pour plein d'artistes, allant de Mireille Mathieu à Lady Gaga en passant par Britney Spears. Et elle a fait un travail très joli. Mais surtout, c'est dans les années 80 que le cinéma va le révéler comme compositeur de bande originale, en commençant par Alan Parker, que ses producteurs engagent pour accompagner son Midnight Express, justement. Quelque peu hésitant face au style disco et électro de Giorgio, lui qui initialement voulait du Vangelis, il lui laissera finalement toute liberté et remportera le succès qu'on lui connaît, dont l'Oscar de la musique, la première fois qu'une bande-son au synthé sera récompensée. Il enchaîne avec American Gigolo pour sa première collaboration avec Paul Schrader, avec qui il signera également le score de Cat People, le remake si on peut dire de La Féline, avec l'envoûtante Simone Simon.
Donc il s'associe à David Bowie qui interprète le titre principal, un morceau bien connu maintenant et magistralement utilisé par Tarantino ici. Et puis Adrian Lyne, qui travaillera avec lui dès son premier film, Foxes dont je parlais, puis Flashdance, qui lui vaut sa 2e récompense aux Oscars pour son titre avec Irene Cara. Et pour ajouter à la parenté furtive entre De Palma et Flashdance, la même année, il lui signe la bande-son de Scarface. Incroyable aussi. Et sans oublier qu'il a bercé certains d'entre nous enfants, avec l'Histoire sans fin. Tu es stupéfiant. Puis évidemment, son 3e titre de champion du monde. Bref, un gars passionnant et à qui les Daft Punk n'ont d'ailleurs pas manqué de rendre hommage en 2013. Bon, et aujourd'hui alors ? Le disco a vite laissé sa place au hip-hop une décennie plus tard et le cinéma a dû s'adapter. C'est-à-dire laisser tomber la danse un moment pour revenir dans les années 2000 et tenter l'expérience du breakdance, qui s'est largement démocratisé. Peut-être grâce à Flashdance d'ailleurs. Save the Last Dance en 2001, qui ouvre le bal, avec Julia Stiles, encore jeune et innocente avant de rencontrer Bourne. Puis Honey, qui révélera Jessica Alba, si on peut dire, encore jeune et innocente avant de rencontrer Artigan. Bon, c'est fini, oui ? Puis tout un tas d'autres films, qui restent relativement connus, mais pour un public cible, comme moi quoi, et qui cherchent avant tout à caser des battles de danse impressionnantes, plus qu'à révolutionner l'écriture. Et encore, au début ça allait à peu près, mais après avoir essoré Roméo et Juliette chez les classes sociales, ne reste plus qu'aux scénaristes à trouver prétexte sur prétexte pour faire s'affronter nos danseurs. Et personnellement je m'en fous, que le parcours principal d'un gars soit d'amasser de l'oseille pour s'offrir la paire de baskets de ses rêves, tant que ça me permet de voir les Twins en action. Franchement, on peut dire ce qu'on veut, mais pour ce qui est de la danse, les propositions sont souvent originales. Et pour peu que la caméra soit pas trop mal gérée, le dynamisme marche bien. D'autant que ce sont pas des acteurs là-dedans souvent, mais des danseurs, et parfois des champions du monde. Et surtout, souvenez-vous d'où vient notre chouchou. Perso, je continue encore de m'ambiancer sur les sexy dance, avec Moose et son enthousiasme viral, ou mon préféré, Street Dancers, où là je suis carrément obligé d'écarter les meubles quand je le regarde. Avec la BO de Tyler Bates d'ailleurs. Peu connu le garçon, mais une grosse filmo pourtant. Bon, comment je conclus moi ? Vous l'aurez compris, la danse reste intemporelle, un art qui évolue depuis la nuit des temps au rythme de sa musique, et le cinéma toujours là pour en offrir à qui veut. Parfois ça va toucher un public très restreint, parfois ça va atteindre une cible plus large, et des fois c'est carrément culte dans l'histoire du cinéma. Et après presque un siècle, des plus petits aux plus grands films, je pense qu'il y a chez chacun de nous cette flamme, prête à s'embraser, face au feu de la danse.